Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Psyturie, la chaîne qui parle mouvements sociaux, idées politiques et justice écosociale. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un livre écrit par les sociologues français Cédric Hugré, Étienne Pénissa et Alexis Spire, Les classes sociales en Europe, tableau des nouvelles inégalités sur le vieux continent. Alors étant donné que j'ai beaucoup trop de travail pour pouvoir faire un montage élaboré, je vais vous parler de ce livre principalement en face cam, donc si vous voulez, vous pouvez juste écouter le son, ça suffira amplement. Et vu que ma charge de travail ne va pas vraiment diminuer dans les mois à venir, je pense que je vais faire plus de vidéos un petit peu en mode 100% face cam. Donc voilà, c'était un choix entre faire moins de vidéos mais plus élaborées au niveau du montage, et plus de vidéos mais avec moins de montage, et là pour l'instant moi j'ai envie de vous offrir plus de vidéos, donc on va voir comment ça se passe, et en tout cas l'important de toute façon c'est le contenu du livre. Et justement, revenons au livre. Alors l'objectif de cet ouvrage, c'est de présenter une carte des inégalités en Europe, mais une carte un petit peu particulière puisqu'il s'agit d'une carte fondée sur une analyse en termes de classe sociale et non une analyse en termes de revenus ou de patrimoine, qui est généralement la focale la plus utilisée pour parler des inégalités. Et donc à l'aide d'une impressionnante recherche statistique, les auteurs cherchent à décrire les dynamiques contemporaines concernant les classes sociales en Europe. Car malgré les bouleversements économiques des années 80, les classes sociales, ça reste un outil pertinent pour décrire les inégalités sociales, et d'ailleurs elles connaissent un regain d'intérêt, pas seulement de la part des universitaires, mais aussi en tant qu'outil de réflexion et de mobilisation, comme on a pu le voir avec le mouvement des Gilets jaunes en France. Dans le contexte d'intégration européenne, il est aussi très intéressant de se poser la question de savoir s'il existe une classe ouvrière européenne ou une classe dominante transnationale. Et si les identités nationales, elles demeurent importantes, le livre se pose aussi la question de savoir s'il existe des convergences et des divergences entre les différentes classes des différents pays de l'Union européenne. Et pas seulement au niveau des ressources financières, mais aussi au niveau des rapports de pouvoir, qu'ils soient économiques, culturels ou politiques. Donc voici grosso modo les questions qui traversent ce livre. Donc au terme d'une très longue réflexion méthodologique que je vais vous épargner dans cette vidéo, les auteurs distinguent trois grandes classes sociales qui, bien sûr, abritent une très grande diversité en leur sein. Nous avons déjà la classe ouvrière qui comprend les cols blancs non qualifiés, les travailleurs manuels, les ouvriers qualifiés, les aides-soignants, les aides à domicile, les artisans et les agriculteurs. Puis la classe moyenne qui comprend les commerçants, les employés qualifiés, les ingénieurs et les techniciens en informatique, les professionnels de la santé, de la vente et de l'administration, les enseignants et une part importante de la fonction publique. Et enfin, nous avons la classe dominante qui comprend la plupart des professions intellectuelles et scientifiques, les ingénieurs, les avocats, les juges, les journalistes, les artistes, les hauts fonctionnaires ou encore les cadres supérieurs et les PDG. Donc je vous propose d'abord d'analyser un petit peu chacune de ces trois classes. Beaucoup ont prédit sa disparition, mais force est de constater que la classe ouvrière existe toujours en Europe, même si elle est fortement hétérogène. La classe ouvrière constitue la plus grande partie de la population des pays d'Europe de l'Est et du Sud, tandis qu'elle est dépassée par la classe moyenne en Europe de l'Ouest et en Europe du Nord. Donc les années 90 ont été marquées par une réorganisation de la production européenne qui a beaucoup détérioré les conditions de vie de la classe ouvrière en augmentant la concurrence entre les ouvriers. Ceux du Nord et de l'Ouest ont vu leurs usines se délocaliser et doivent maintenant accepter des salaires modestes et des emplois instables dans les industries restantes, tandis que ceux de l'Est et du Sud doivent désormais accepter les bas salaires des usines du Nord et de l'Ouest qui se sont délocalisées dans leur pays. Cette reconfiguration géographique de la chaîne de production ne concerne pas seulement l'industrie. La part de l'agriculture en Europe du Nord et en Europe de l'Ouest a sensiblement baissé, faisant donc de l'Europe de l'Est et du Sud, qui sont aussi les pays les plus pauvres de l'Union européenne, les nouveaux greniers à blé du continent. La construction européenne s'est donc faite sans la moindre convergence sociale. Les caractéristiques sociales et les conditions de travail de la classe ouvrière en Europe sont les suivantes. C'est une classe légèrement plus masculine que les autres, puisque les hommes y représentent 60% de ses effectifs contre 45% pour la classe moyenne. Elle possède une forte proportion d'immigrés dans ses effectifs par rapport aux autres classes sociales. Elle est principalement composée d'ouvriers et de cols blancs peu ou pas qualifiés d'une part, et d'ouvriers qualifiés d'autre part, auxquels s'ajoutent des professions où les femmes sont surreprésentées, comme les aides-soignantes et les puéricultrices, qu'on appelle aussi les métiers du care.
En Europe de l'Est et du Sud, une grande partie de la classe ouvrière travaille pour son propre compte, contrairement à celle d'Europe de l'Ouest et du Nord qui est largement employée. Concernant les revenus et les services, la classe ouvrière européenne peut être divisée en deux. D'un côté, on trouve les agriculteurs et les ouvriers peu qualifiés, qui sont plus précaires et qui accèdent difficilement aux services de santé, et de l'autre, on trouve les travailleurs qualifiés des industries métallurgiques et électroniques, les chauffeurs, les opérateurs de machines, les infirmières et les puéricultrices, qui peuvent plus facilement acheter des voitures, des ordinateurs ou s'offrir des vacances. La classe ouvrière, c'est aussi le groupe qui est le plus exposé à la concurrence internationale, qu'elle provienne de délocalisation ou de travailleurs détachés. Elle se caractérise enfin par une très faible représentation au sein des parlements européens, et ce, même dans les partis de gauche. Et cette très faible représentation politique explique en partie les forts taux d'abstention qui caractérisent cette population. Depuis plus d'un siècle, la classe moyenne est au centre des débats politiques européens. Pourtant, en définir les limites, c'est un véritable défi, d'autant plus que la plupart des gens s'identifient à tort comme faisant partie de la classe moyenne. C'est aussi une notion souvent instrumentalisée par une partie de la classe politique, souvent pour soutenir la vision d'une société pacifiée et sans conflit de classe. Au-delà des discours politiques, les auteurs mettent en avant plusieurs éléments qui nous permettent de caractériser la classe moyenne. Ils la divisent en 4 sous-groupes, en fonction de leur propension à travailler dans le secteur public ou privé, et en fonction des caractéristiques qu'ils ont en commun avec la classe ouvrière ou la classe dominante. On trouve donc les enseignants et les professionnels du secteur de la santé, juridique et sociale qui constituent la moitié supérieure du secteur public, les sous-officiers, la police, les employés de bureau et les réceptionnistes qui constituent la moitié inférieure du secteur public, les directeurs de magasins, d'hôtels et de restaurants, les techniciens en sciences, en ingénierie et en technologie de la communication, ainsi que les professionnels de la vente et de l'administration, qui constituent la moitié supérieure du secteur privé, et les agents de sécurité, les employés de bureau, les réceptionnistes, les préposés aux services à la clientèle, les commerçants et les propriétaires d'hôtels et de restaurants indépendants, qui constituent la moitié inférieure du secteur privé. La classe moyenne européenne travaille essentiellement dans des secteurs où il faut gérer des questions bureaucratiques, mais aussi de la vente au détail et du contact avec des personnes malades ou fragiles. Dans tous les cas, ces membres mobilisent de manière extensive des compétences relationnelles. Par rapport à la classe ouvrière, la classe moyenne jouit de meilleures conditions de travail, d'un environnement de travail plus stable et d'horaires de travail plus stables aussi, et est moins exposée au chômage, notamment grâce au secteur public. Cependant, la classe moyenne est traversée par des divisions internes qui ont des répercussions politiques importantes. Par exemple, la partie supérieure de la classe moyenne qui travaille dans le secteur public est plus sensible à la conciliation travail et vie de famille et va avoir tendance à s'identifier au programme des partis de gauche favorables à la réduction du temps de travail. Inversement, la partie de la classe moyenne qui travaille dans le secteur privé dispose d'un capital financier plus important, ce qui impacte son rapport au travail et la rend plus susceptible de s'identifier au programme des partis de droite favorables à l'assouplissement du temps de travail. Sur le logement, la majorité de la classe moyenne est propriétaire, même si là encore, il y a de fortes différences sur le niveau de confort des habitations, le taux d'endettement et tout un tas d'autres facteurs. Même chose concernant le capital culturel. Si la plupart des pratiques sociales et culturelles des classes moyennes les rapprochent plus des classes dominantes, il y a encore beaucoup de différences et de variations en fonction notamment du niveau d'éducation des parents. Et tout cela a également des impacts politiques. Donc vous l'aurez compris, le caractère fortement hétérogène de la classe moyenne en fait un objet politique assez difficile à identifier. Et même si la majorité des Européens s'identifient comme faisant partie de la classe moyenne, il est parfois très difficile de voir ce qu'ils ont en commun. Et grosso modo, on a tendance à se surclasser ou à se sous-classer. Et à ça, les auteurs proposent de nombreuses explications, comme la perte du sentiment d'appartenance à la classe ouvrière, ou encore la peur du déclassement social. En revanche, un trait commun à la classe moyenne européenne, c'est globalement le ralentissement de la mobilité sociale de ses membres par rapport aux générations précédentes. En effet, la crise de 2008 a réduit à néant les perspectives d'avenir de nombreux jeunes diplômés et a globalement dégradé les conditions de travail des employés de la fonction publique, notamment suite aux coupes budgétaires. Et donc dans de nombreux pays,
la classe moyenne reste un petit peu une sorte de point de ralliement, un point d'identification pour tous ceux qui estiment avoir souffert de la crise. Et donc de manière un peu paradoxale, alors qu'elle semble relativement plus en sécurité que les classes ouvrières, certains pans de la classe moyenne sont parmi les plus actifs dans la lutte contre la précarité et pour la défense du droit du travail, que ce soit pendant les élections ou lors de manifestations. On peut notamment penser aux employés du secteur public qui ont lutté et qui continuent à lutter contre les politiques d'austérité. La classe dominante est souvent représentée comme une caste d'ultra privilégiés qui posséderait plus de richesses que le reste de la population mondiale réunie. Et c'est vrai, en partie. Alors en fait, ça ne représente qu'une minorité de la classe dominante qui repose sur un grand nombre d'alliés, conscients ou non, qui lui assurent une position hégémonique au sein de la société. Et donc en Europe, la classe dominante, ce n'est pas 1% de la population contre 99% de la population. Ce serait plutôt 20% de la population. Pour les auteurs, cette classe réunit toutes les personnes qui ont du pouvoir, que ce soit dans la sphère économique, politique ou culturelle. Même si elle est traversée par de nombreuses contradictions internes et divisions, les membres de cette classe sociale ont des pratiques culturelles et des modes de vie assez similaires. Dans sa grande majorité, la classe dominante européenne vit dans les villes. Alors ça peut paraître un petit peu évident dit comme ça, mais ça n'a pas toujours été le cas. Pendant longtemps, la classe dominante tirait ses revenus des terres agricoles et donc vivait en milieu rural. Aujourd'hui pourtant, la classe dominante a tendance à grignoter les centres urbains et à faire monter les loyers, ce qui a pour effet de chasser les classes ouvrières dans les banlieues. La gentrification, tout ça, vous connaissez. Une autre caractéristique de la classe dominante en Europe, c'est sa capacité à pouvoir déterminer ses propres conditions de travail, voire celles des autres. Genre typiquement un manager dans une entreprise. Pour plein d'autres personnes, tu choisis pas tes horaires de travail et tu n'as pas le choix. Tu viens à l'heure ou tu ne viens pas. La classe dominante, c'est aussi une capacité à accumuler des ressources financières et du patrimoine pour pouvoir assurer son confort matériel. C'est une de ses caractéristiques les plus évidentes. Mais néanmoins, la classe dominante est la classe où les écarts de revenus sont les plus importants. Entre les avocats, les juges, les professions intellectuelles, les journalistes, les cadres sup, les PDG, il y a des très gros différentiels de salaire. La classe dominante domine également par son capital culturel. Ses membres sont les plus diplômés et sont les plus représentés dans les grandes écoles ou les écoles de commerce. Que ce soit en qualité ou en quantité, les diplômes des classes dominantes ont toujours un cran d'avance sur ceux des autres classes sociales. Évidemment, le capital culturel, ce n'est pas que des diplômes, c'est aussi des pratiques culturelles et des divertissements. Et en cela, la classe dominante est surreprésentée parmi les consommateurs d'activités culturelles. Cinéma, voyages, musées, concerts, spectacles, et j'en passe. À noter que ce n'est pas parce que vous avez plus de ressources financières que vous avez forcément des activités culturelles plus sophistiquées ou plus nombreuses. Et en cela, on distingue encore dans la classe dominante une différence entre une élite culturelle et une élite économique. Typiquement, le PDG et le professeur d'université, c'est tous deux des membres de la classe dominante, mais ils n'ont pas nécessairement les mêmes revenus ou les mêmes pratiques culturelles. Et on peut aussi prendre l'exemple de professions comme les écrivains, les journalistes ou les chercheurs quand ils sont en début de carrière, qui sont typiquement des professions dominantes au niveau culturel et intellectuel, mais qui sont traversées par de nombreuses formes de précarité. Mais on va pas se disperser. La domination culturelle de la classe dominante, ça se traduit aussi par la maîtrise de compétences et de connaissances qui vont leur permettre de traverser les frontières nationales et de développer des réseaux internationaux, que ce soit au niveau professionnel, mais aussi au niveau des loisirs. Et ça se traduit notamment par la maîtrise de l'anglais, qui est bien plus répandue que dans d'autres classes sociales. Cependant, ce qui est assez ironique quelque part, c'est que la facilité à traverser les frontières, ça rend pas forcément les membres de la classe dominante plus tolérants et plus ouverts sur le monde, et particulièrement lorsqu'il s'agit d'étrangers non européens. Les gens qui viennent habiter dans le 16e, ils payent des charges très chères et c'est pour être tranquille, c'est pas pour être embêtés par des SDF ou des immigrés. Enfin, la dernière caractéristique de la classe dominante, mais aussi dans une certaine mesure de la classe moyenne, c'est sa capacité à s'accaparer tous les postes de pouvoir au niveau politique.
Alors c'est simple, dans l'ensemble de l'Europe, un élu sur deux est issu de la classe dominante. Ça fait beaucoup là, non? Et évidemment, le rôle des qualifications académiques dans l'accès à ces postes de pouvoir, c'est déterminant. Les pratiques culturelles intensives, le multilinguisme et l'enthousiasme pour le projet européen dans sa forme actuelle, c'est vraiment des traits communs partagés par la plupart des membres de la classe dominante. Si l'on considère la partie la plus élevée de l'espace social, on pourrait s'attendre à ce que les caractéristiques nationales finalement disparaissent au profit des intérêts convergents qu'auraient les personnes de la classe dominante. Oui et non. Et donc en fait on observe que les élites d'Europe centrale, d'Europe du Sud et d'Europe de l'Est n'ont pas du tout la même relation avec les institutions européennes et n'ont pas d'ailleurs le même poids politique au sein des institutions européennes. Et celles-ci en fait elles bénéficient globalement plus aux personnes qui sont issues d'Europe de l'Ouest et d'Europe du Nord. En fait de manière générale d'ailleurs les Européens considèrent que les frontières nationales ont conservé une signification et ont même renforcé finalement les barrières sociales qui finalement sont très difficiles à franchir. Dans le 4e chapitre, on aborde enfin les interactions entre les classes sociales et les nations européennes, mais ça, on va le voir pour une autre fois, dans une autre vidéo, parce que ça commence déjà à être long, et je voudrais pas non plus que ce soit trop indigeste, donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager cette vidéo, et je vous retrouve très vite pour la partie 2 de cette émission.